arrivata con tutto bloccato alla stazione di Firenze, quindi è molto difficile giù e scendere dai treni. Io presiedo questa prima sessione che appunto non so gli altri due relatori, mi metto di qua perché ho un problema di luce. Benissimo. Allora, do subito la sessione, prendo anch'io fiato, politica estera e politica europea. Do la prima parola, il primo intervento del dottor Jean-Marie Pelleré, che è stato direttore degli archivi dell'Archivi Europei a Firenze e che parlerà François Mitterrand e la politica europea di gouvernement Craxi. Prego, 20 minuti per ciascuno e poi avremo naturalmente un po' di discussione. Grazie ancora. Funziona così? Sì, sì. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare ovviamente gli organizzatori e ovviamente il mio caro amico Gianfranco Alessandro Giacone, per questa e tutte le associazioni, diciamo, che hanno assistito all'opera. Bon, je parlerai en français, mais ça ne fonctionne pas? Si? Comme ça. Ah, il faut être très près. Bon. Donc je parlerai en français, mais je suis susceptible de répondre à des questions en italien sans aucun problème par la suite. Donc en août 1983, le premier gouvernement socialiste de l'histoire de l'Italie est constitué sous la présidence de Bettino Craxi. Dès le début de 1984, en France, François Mitterrand décide de relancer sa politique européenne. Pour ce faire, il s'appuie sur des personnalités proches comme Roland Dumas, Jean-Louis Bianco, mais aussi sur des conseillers techniques comme Jacques Attali, Hubert Védrine, Elisabeth Guigou ou Jean Musitelli, qui sont présents ici et devant lesquels je parle un peu stressé, évidemment, devant les grands témoins, on a toujours une petite crainte. Alors, dans leurs notes adressées au président de la République, qui sont fréquemment annotées par ce dernier, transparaissent les jugements émis à l'égard de l'attitude italienne en matière internationale, et plus particulièrement face à la construction européenne, qui va devenir l'un des chantiers majeurs de ce qu'on appelle le domaine réservé du président français. Avec les archives de Gilles Martinet et de Jacques Andréani, qui sont ambassadeurs de France à Rome durant cette période, les archives des conseillers diplomatiques de l'Élysée nous offrent une perception, partielle sans doute, mais néanmoins aiguë, de l'idée que l'on se faisait oltre Alpe, comme si dit in italiano, de la politique italienne face à la construction européenne. Les archives de la présidence et du ministère des Relations extérieures, puisqu'il s'appelait ainsi à l'époque, du ministère des Relations extérieures, donnent l'impression qu'au début des années 80, l'intérêt de Rome pour la communauté européenne n'avait pas été dans l'ensemble particulièrement attentif, et que les dirigeants italiens avaient été distraits par des événements et des scénarios, la nouvelle guerre froide, la crise du Moyen-Orient, les relations bilatérales avec les États-Unis, qui leur semblaient plus importants et offraient davantage de possibilités de s'affirmer pour l'Italie sur la scène internationale. En général, si l'on regarde un peu les paradigmes qui dominent dans ces notes, si l'hégémonie franco-allemande irrite les Italiens, la soumission fréquente de ces derniers aux volontés de la politique américaine agace les Français. Claude Chesson avait dit à Martinet, avant qu'il ne prenne ses fonctions à Rome, « Tu verras, quand les Américains sifflent, les Italiens sont les premiers à courir. » L'Italie apparaissait comme un pays, je cite une note aussi, à souveraineté limitée, trop zélé sur le plan atlantique et par conséquent peu fiable comme partenaire politique de Paris. L'arrivée d'un socialiste, Bettino Craxi, à la présidence du Conseil des ministres, ne modifia pas beaucoup cette perception française. Suivant un tropisme dont il a été fort question hier, le PS considérait le PCI comme un partenaire plus fiable que le PSI. François Mitterrand lui-même n'était pas loin de penser que les partis socialistes du Sud européen devraient suivre la même tactique que le PS, à savoir l'union de la gauche,
précisément ce que Bettino Craxi refusait. Les rapports entre socialistes français et italiens étaient en outre empoisonnés par la question des brigadistes réfugiés en France. Après avoir maintenu une attitude réservée à cet égard, les socialistes italiens s'offusquaient de l'obstination de Mitterrand à refuser l'extradition des militants non coupables de délits corporels et qui avaient renoncé à la violence. Malgré ces différentes approches doctrinales, on assiste, cela a été dit hier par la professoressa Bruna Bagnato, on assiste à partir de l'automne 1983 à l'intensification des relations bilatérales entre Mitterrand et Craxi. Les conseillers du président français observent alors, avec l'arrivée de Bettino, un activisme inhabituel dans le domaine de la politique étrangère italienne, marqué par une attention accrue portée aux pays du Moyen-Orient, par l'appui donné à la cause palestinienne et par le soutien apporté aux dissidents de l'Europe de l'Est. En ce qui concernait les relations entre l'Italie et les États-Unis, Gilles Martinet notait « M. Craxi semble être tenté par un rôle plus autonome. Et en prévision de la prochaine élection à la présidence de la République, M. Andreotti tempère progressivement son soutien à Washington. » Toutefois, les Français étaient toujours convaincus que ce tournant n'excluait pas une certaine inféodation à Washington, en contraignant le président du Conseil italien à convaincre les États-Unis que du point de vue de la loyauté atlantiste, son leadership valait autant que celui de n'importe quel démocrate chrétien ou représentant d'un petit parti centriste comme le PRI de Giovanni Spadolini. Selon Jacques Attali, le nouveau Premier ministre était également sceptique sur le fonctionnement de la CEE, de la Communauté économique européenne. Après le sommet franco-italien de février 1984, le conseiller du président français notait dans ses journaux « La tournée de Mitterrand dans les 8 capitales s'est révélée très instructive. 3 petits points. Milan, avec un Craxi très hostile au marché commun. » Je veux dire que cette formulation m'a laissé un peu dubitatif, mais bon. Alors, quels sont les grands domaines que je vais aborder maintenant? Je commencerai par l'opposition franco-italienne dans la question des euromissiles, parce que c'était un point qui est assez sensible entre les deux pays. Les questions stratégiques sont en fait au cœur de l'affrontement franco-italien dans cette période. La question des euromissiles, vous le savez, dans cette question, la cohésion de l'Alliance Atlantique est mise à rude épreuve et la France et l'Italie suivent des lignes un peu différentes. Je rappelle la double décision de l'OTAN de décembre 1979. Je rappelle la double décision de l'OTAN de décembre 1979 qui prévoyait des négociations avec l'Union soviétique pour le retrait des missiles à moyenne portée SS-20 d'Europe orientale et en cas d'échec, l'installation de missiles eurostratégiques de nouvelle génération Pershing 2 et Cruise en Europe à partir de 1983. Mais cette double décision, dual track, offrait à l'Union soviétique le moyen de manœuvrer politiquement en refusant de négocier sérieusement avec les États-Unis tout en développant dans le même temps une grande campagne pacifiste en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne et en Italie contre l'installation de telles bases balistiques. L'URSS répondit aux propositions de négociation américaines par une proposition qu'on pourrait appeler purement cosmétique. On serait parvenu à l'équilibre entre les deux alliances avec un total global de 300 vecteurs de part et d'autre, mais les Russes demandaient qu'on inclue également, côté occidental, les forces stratégiques britanniques et françaises. Dans ce contexte, l'Italie ne manqua pas de donner pleine assurance de loyauté aux États-Unis. Elle soutint la double décision de l'OTAN de 1979 et elle approuva l'installation de 112 missiles à moyenne portée Cruise à Comiso, dans la base de Comiso en Sicile, et ce déploiement est initié dès le mois de décembre 1983 sous la pression de Craxi. Il y a eu de longs débats d'ailleurs au sein du PSI auparavant et Craxi a imposé sa vision et sa détermination à installer les missiles Cruise à Comiso. Le gouvernement italien, et c'est là où le bas blesse en quelque sorte, le gouvernement italien apporta également son appui au plan américain visant à l'élimination complète des missiles intermédiaires INF basés à terre, connus sous le nom d'option 0,
allant jusqu'à envisager l'inclusion des forces nucléaires françaises et anglaises dans la négociation de Genève. Cette perspective, évidemment, mécontenta particulièrement la France, qui refusait d'être impliquée dans une négociation sur les euromissiles. Sa force de dissuasion, je cite une note du Quai d'Orsay, sa force de dissuasion n'étant pas de même nature que les forces nucléaires intermédiaires, INF, et qui entendait évidemment affirmer l'indépendance de sa propre force de frappe. Et là, je voudrais développer une note du Centre d'analyse et de prévision du ministère des Affaires étrangères français, rédigée le 13 septembre 1983 à l'occasion de la visite de Craxi à Paris, et intitulée, alors le titre en lui-même est tout un programme, « Craxi et les euromissiles, les Italiens pris par le démon Est-Ouest », et qui expliquait je cite, le nouvel intérêt du gouvernement italien pour les questions internationales et l'affirmation d'une certaine originalité dans les affaires Est-Ouest par 3 facteurs de fond. Voilà comment il expliquait la nouvelle position de Craxi. L'installation de missiles de croisière sur le sol italien renforce le statut de la politique étrangère italienne. Dans ce contexte, précisait la note, le président italien envisageait une initiative spectaculaire, une tournée dans les grandes capitales européennes, Moscou, Washington, prévue entre le fin octobre et le début de novembre. Une approche qui correspondait à la fois à la façon de faire traditionnelle d'Andreotti et allait dans le sens de la conception que Craxi avait de son propre rôle dans le domaine intérieur, visant à démontrer au Picchi que le choix occidental du pays était irrévocable. Le deuxième facteur qui expliquait cette attitude italienne, très proche des États-Unis, mais qui semblait donner en quelque sorte des garanties à Moscou, c'est l'attitude de l'opinion publique italienne à l'égard du pacifisme, qui était complexe et contrastée, selon cette note du Centre d'analyse et de prévision. La note précisait « S'il est vrai que l'on ne trouve pas dans le pays le même élément passionnel que dans l'Europe du Nord, il n'en est pas moins vrai que le Picchi a été le premier surpris du succès de ses campagnes pour la paix et que le mouvement pacifiste en Italie, contrairement à la France, imprègne également les milieux non communistes, des intellectuels de renom, Moravia, Sciascia, les milieux politiques, le parti radical, mais surtout religieux, la prise de position des évêques contre l'installation des missiles cruise à Comiso, tout ceci semblait favoriser, soutenir en quelque sorte la position un peu ambiguë, selon Paris, du gouvernement italien. Et puis, s'y ajoute, c'est assez amusant, le sentiment de frustration que la dissuasion nucléaire indépendante de la France provoquerait chez les Italiens. Les analystes français observaient à cet égard, je cite, « En Italie, la force de frappe n'a jamais été trop populaire et continue à être considérée comme une forme résiduelle de gaullisme. » La note faisait remarquer que la diplomatie italienne insistait sur le refus de toute immunité de négociation pour nos forces et que Craxi lui-même défendait du bout des lèvres la position de non-inclusion française devant le Parlement italien en la présentant comme les arguments du gouvernement français. La note se terminait sur la nécessité d'intensifier le dialogue avec Rome en reconnaissant à celle-ci une place plus importante dans la gestion des problèmes de défense européenne. Référence était faite à l'humiliation infligée à la diplomatie italienne, dont la professoressa a parlé, Bruna Bagnato a parlé hier, l'humiliation infligée à la diplomatie italienne par l'exclusion de tout représentant italien au sommet de la Guadeloupe en janvier 1979, réunion qui avait été à la base de la double décision. Et il était aussi question, on conseillait également une réorientation des arguments français en matière de sécurité en insistant davantage sur leur dimension européenne. Après la rencontre Craxi-Mitterrand qui a lieu finalement le 15 septembre, Jacques Attali note dans son journal « Déjeuner avec Craxi », à qui de toute évidence il plairait beaucoup de pouvoir s'associer à la comptabilisation des forces françaises dans la négociation URSS-USA. Face aux vives réactions de François Mitterrand, il n'ose le faire. Quand Craxi, après les entretiens avec Soares à Lisbonne en mai 1984, déclare « Le dispositif nucléaire des Français et des Britanniques n'est certainement pas sur la Lune », les conseillers de François Mitterrand réagissent vivement. Les Italiens ne veulent pas comprendre la position de Paris sur la non-inclusion de leurs forces de frappe dans la comptabilité de Genève, justifiée par son indépendance et sa doctrine d'emploi orientée en théorie tous azimuts.
Donc, surtout, les dires de Craxi semblaient confirmer le sentiment dominant en Italie, dans les milieux politiques et dans la presse, que les forces nucléaires françaises devraient tôt ou tard rentrer dans une négociation. Sinon dans le cadre des INF, des missiles à portée intermédiaire, du moins dans le cadre des négociations START qu'on envisageait d'ouvrir sur les missiles stratégiques à longue portée cette fois-ci, comme l'URSS le réclamait avec insistance. Cette intention se trouvait déjà confirmée dans un mémorandum d'Antonio Badini à Bettino Craxi d'octobre 1983, que j'ai pu consulter aux archives de la Fondation Craxi, dans lequel le conseiller diplomatique exprimait l'avis, je cite, « Bien qu'il soit évident que par leur dimension, la priorité dans les réductions revient aux arsenaux soviétiques et américains, les systèmes anglo-français pourront être pris en considération dans le cadre du contrôle des armes stratégiques dans les négociations START. » Et à ce propos, Martinez s'inquiétait du ton de plus en plus conciliant utilisé par les Italiens face aux Soviétiques. Lors de la rencontre que Craxi et Andreotti eurent à Madrid avec Gromyko le 8 septembre 1984, le ministre des Affaires étrangères fit passer un message qui n'était pas rassurant pour Paris, en parlant de marge de manœuvre étroite en ce qui concernait le bras de fer sur l'inclusion des forces tierces dans la négociation genevoise. L'ambassadeur français attribuait cette attitude à l'ambition que le ministre des Affaires étrangères, Andreotti, nourrissait pour le Quirinal, et de son souci de complaire aux Vichy, dont les votes étaient indispensables pour remporter l'élection présidentielle. Mais les archives Bettino Craxi laissent entrevoir une autre motivation. La demande de compensation pour les systèmes franco-britanniques étant devenu le point central de la position de négociation soviétique à Genève, il ne s'agissait pas tant pour Rome de se plier à la volonté de Yuri Andropov, mais plutôt d'adopter une position plus souple de négociation, de manière à éviter d'offrir à l'URSS un prétexte pour éloigner de l'Europe le parapluie nucléaire américain, le fameux decoupling, préparant ainsi ce que les Italiens craignaient le plus, c'est-à-dire une sorte de finlandisation rampante de l'Europe occidentale, ou de conduire purement et simplement les négociations genevoises dans l'impasse. Le deuxième point que je voudrais aborder, mais je passerai malheureusement plus rapidement parce que je crois que mon ami Varsori va traiter un peu ce sujet dans la période qui suit, c'est les Français et les Italiens face à la révision des traités européens, ce qu'on pourrait appeler une interaction ambiguë. Alors, commençons d'abord par voir les réactions de François Mitterrand et de ses conseillers face au fameux projet Spinelli d'Union européenne. Alors, tout d'abord, il faudrait rappeler que, vu de Paris, l'unification politique de l'Europe figurait parmi les constantes de la diplomatie romaine. Les autorités italiennes et plus généralement l'ensemble des partis politiques visaient à relancer la construction européenne en privilégiant l'approche institutionnelle. Et j'irais même chez Spinelli, l'approche constitutionnelle. Ils avaient coproduit le projet Genscher-Colombo et ils avaient soutenu, le gouvernement Craxi soutenait le projet Spinelli de l'Union européenne. Alors je rappelle que ce dernier, dans son discours tenu le 14 février 1984 à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg, avait exhorté la France à prendre l'initiative du processus de ratification de ce projet. Et il avait rédigé une note en ce sens, qu'il avait remise personnellement au président français lors d'une brève visite à l'Élysée le 16 avril 1984. C'était Pierre Morel qui l'avait introduit auprès du président. Mitterrand lui avait alors promis à Spinelli qu'il étudierait avec attention sa note et qu'il lui donnerait une réponse à Strasbourg. Cette réponse, elle vient le 24 mai. Dans un discours devant l'Assemblée de Strasbourg, le président français se montre favorable au projet Spinelli, au projet du cocodrille lors du Parlement européen. Et voilà ce que dit Mitterrand. « C'est l'Européen de France qui vous parle », déclarait Mitterrand. « Aujourd'hui, nous devons faire sortir l'Europe de ses querelles. Nous devons nous engager sur la voie de l'avenir. À une situation nouvelle doit correspondre un traité nouveau qui ne pourra bien entendu pas se substituer au traité existant, mais qui les prolongera dans les domaines qui leur échappent. C'est le cas de l'Europe politique. Pour cette entreprise, la France est disponible. » S'adressant ensuite en particulier à Spinelli au Parlement, il ajoute « En m'exprimant en son nom, la France, je la déclare prête à examiner votre projet qui, dans son inspiration, lui convient. » Il s'était même avancé jusqu'à proposer d'organiser des réunions préparatoires qui auraient pu déboucher sur une conférence des États membres intéressés.
Alors l'examen des archives françaises permet d'écarter toute ambiguïté sur l'interprétation de la démarche mitterrandienne. En l'espèce, il faut le dire, le président a ignoré les avertissements du Quai d'Orsay. Quelle était en effet la position de celui-ci? Se référant aux positions prises par le gouvernement français face à la proposition Genscher-Colombo, une note de la direction Europe faisait valoir, je cite, que l'attitude traditionnelle de la France face aux initiatives d'ordre institutionnel est le rejet. Pour sa part, la direction politique observait qu'à l'exception du Parti populaire européen, la proposition du crocodile, la proposition Spinelli, n'avait pas été très soutenue par les europarlementaires français. Les communistes et les néo-gaullistes avaient voté contre la résolution du 14 février 1984. Les socialistes étaient abstenus ou l'avaient voté en précisant qu'ils n'accepteraient pas de dériver vers une constituante. La note dénonçait l'orientation nettement fédéraliste du projet en le qualifiant de fuite en avant institutionnelle. Elle avertissait que le projet soutenu par le gouvernement italien envisageait une modification profonde de la répartition des compétences institutionnelles, avec la généralisation du vote à la majorité et l'abandon programmé du compromis de Luxembourg, le fameux droit de veto sur les questions essentielles. La réforme se serait faite au détriment du Conseil qui conserverait la faveur de Paris. Avec la codécision, qui était également prévue dans le projet, la Commission serait devenue l'institution pivot de l'Union et la majeure partie du pouvoir législatif et financier reviendra au Parlement. Alors qu'on le sait, la France a toujours appuyé le Conseil plutôt que le Parlement européen. Mais le président ne suit pas ses avis, car il est décidé à sortir l'Europe du bourbier. En effet, dans l'optique de la présidence française, il a fait un tour des capitales européennes et il s'est aperçu du haut degré. Il s'est convaincu du haut degré d'attente qui animait les opinions publiques et certains gouvernements suite à l'échec du sommet d'Athènes. Comme il l'avait déclaré à Craxi à Milan, le 20 février 1984, il estimait, je cite, qu'il était temps désormais de sortir du train-train des questions techniques et de donner une impulsion politique susceptible de sortir l'Europe de la crise. Pour le nouveau titulaire du ministère des Affaires étrangères, Roland Dumas, le projet Spinelli offrait l'occasion d'appuyer la politique de relance européenne souhaitée par le président. Les conseillers techniques, Pierre Morel, Jean-Louis Bianco, Maurice Faure, observaient qu'il permettrait de marquer la différence entre ceux qui voulaient aller de l'avant et les autres. Ils avaient fini de convaincre le président. Il restait cependant que la profession de foi de Mitterrand, et si elle était ardente, le message de Strasbourg restait très ambigu et ne pouvait être considéré comme une adhésion totale au projet de Spinelli. Le parcours proposé par le président de la République française prévoyait, après des débats préparatoires, la réunion d'une conférence des États membres concernés qui prendrait comme base de discussion non seulement le projet du Parlement européen, mais aussi la déclaration de Stuttgart, 19 juin 1983, considérée par Altiero Spinelli comme 20 pagine di nulla, 20 pages de vide ou 20 pages de rien. Simple déclaration de principe, cette déclaration de Stuttgart visait de nouveaux progrès dans l'intégration économique et le renforcement de la coopération politique, mais sans pour autant comporter d'engagement contraignant ni de référence à la nature juridique de l'union envisagée. En réalité, Mitterrand instrumentalise le projet Spinelli. Il voit surtout dans le projet de Spinelli l'instrument pour réaliser l'Europe à deux vitesses qu'il avait dessiné à la fin du mois de mars quand il avait constaté l'impossibilité de trouver un accord avec Margaret Thatcher sur les nouveaux objectifs européens. Le projet Spinelli présentait dans la pensée de Mitterrand l'avantage de maintenir les traités existants, mais prévoyait si nécessaire un nouveau traité plus avancé auquel pourraient adhérer les seuls États intéressés. Pour éviter que le veto d'un seul pays ne puisse bloquer le processus dans son ensemble, le projet Spinelli prévoyait en effet que le nouveau traité pût être appliqué aux États qui l'auraient ratifié une fois atteinte une majorité de pays dont la population aurait constitué les 2/3 de la population totale de la CE. Le discours de Strasbourg avait fait naître de grands espoirs en Italie, destinés à être déçus. En effet, la voie choisie par la France allait montrer une certaine instrumentalisation, comme je l'ai dit, du projet Spinelli, et combien, pour François Mitterrand, la géopolitique l'emportait finalement sur l'idéologie. Le projet commença à être mis de côté lorsque, les 25 et 26 juin 1984, au sommet de Fontainebleau,
les 10 décidèrent la création d'un groupe de travail, le comité Dodge, formé par les représentants personnels des chefs d'État du gouvernement, dont Mauro Ferri pour l'Italie et Maurice Faure pour la France, avec mandat de préparer un rapport sur les questions institutionnelles. Ce qui ressort des archives présidentielles, c'est qu'en fait, dans la coulisse, les travaux du comité ont été pilotés directement par les Sherpas des délégations françaises, Jacques Attali, Pierre Morel et Guy Legras du côté français, et allemand, Joachim Bitterlich et Horst Telschnik du côté allemand. Et ils ont été orchestrés de l'intérieur par Maurice Faure, très proche du président Mitterrand. Le schéma de réflexion d'une séance de travail confidentielle sur le comité Dodge, tenu le 19 septembre 1984, est à cet égard aussi emblématique. Je cite, « La France et l'Allemagne chercheront à orienter les travaux du comité. Sur le plan des principes, il s'agira de procéder à une relance par un nouveau traité qui devra comporter une avancée institutionnelle et dont la finalité politique sera la réalisation de l'union politique. » Cette collusion suscita les préoccupations des autorités italiennes. Dès le sommet franco-allemand de début juin 1984, à l'Assemblée générale du PSI, Craxi avait mis en garde Paris et Bonn contre les risques, je cite, d'une entente exclusive entre les deux capitales, que les deux capitales auraient pu faire courir à la construction européenne. Et Martinet ironisait sur la mauvaise humeur du Premier ministre italien à ce sujet. Je cite, « On peut penser qu'il n'est pas agréable de constater que l'entente franco-allemande n'est pas affectée par la couleur politique du gouvernement de Bonn, alors que l'accession d'un socialiste à la présidence du Conseil n'a pas suffi pour faire de Rome le troisième pôle de l'équilibre européen. » Le comité Dodge, en fait, a repris la plupart des directives des Sherpas. Les propositions formulées à propos des nouvelles politiques communes à mettre en œuvre étaient assez ambitieuses. Je pense que le professeur Barcery en reparlera. Mais de toute manière, l'affaire n'est pas terminée. Les Italiens vont préparer, peut-être avec un peu de retard, parce que la diplomatie italienne avait été très prise à l'époque par la perspective de l'adhésion de l'Espagne au marché commun. Et donc, il semble que Andreotti et Craxi aient un peu tardé à préparer le conseil, le sommet de Milan. Mais, comme vous le savez, dans l'intervalle, tous les efforts des Italiens vont être en quelque sorte, je n'aime pas beaucoup l'expression, j'aurais pu en trouver une autre, court-circuité par la décision de François Mitterrand, 2 semaines avant le sommet de Milan, d'adhérer à la proposition allemande d'un traité qui insistait beaucoup plus sur la coopération politique. Donc, je terminerai sur le rôle, parce que je vois qu'il ne me reste que 5 minutes, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais je terminerai quand même sur le Conseil européen de Milan du 28-29 juin 1985, qui représentait une étape très importante, puisque je rappelle qu'il s'agissait notamment d'approuver le livre blanc de la Commission Delors sur l'achèvement du marché intérieur et de décider de la création d'une conférence intergouvernementale destinée à examiner les éléments d'une réforme institutionnelle sur la base des conclusions du comité Dodge et du projet du Parlement européen, le projet Spinelli. Mener à bien les travaux du sommet fut l'un des objectifs prioritaires de la présidence italienne, qui prépara un projet de mandat pour la conférence intergouvernementale présentée au Conseil les 20 et 21 mai. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de citer une note d'Elisabeth Guigou là-dessus. Le contenu de ce mandat ne fut pas vraiment approfondi en raison du clivage entre les deux tempéraments européens qui s'opposaient au sein des États membres. D'une part, les Britanniques, les Danois, les Grecs et dans une moindre mesure les Néerlandais se montraient hostiles à la création d'un nouvel édifice institutionnel pour l'Europe, et l'Allemagne envoyait de son côté des signaux contradictoires. Elisabeth Guigou dit, je n'ai plus là, je ne retrouve plus la note, excusez-moi. Enfin, elle disait en gros que ce projet remis par Andreotti était beaucoup trop vague et que finalement ce n'était qu'une reprise des conclusions du comité Dodge, mais que
il n'y avait aucune indication sur la manière de l'appliquer. Alors tout de même, même si les deux positions divergent, lors du déjeuner de travail avec Craxi le 22 février 1985, à l'issue du tour des capitales européennes entrepris par le chef du gouvernement italien, Mitterrand avait confirmé son intérêt pour une coordination de l'action lors du prochain Conseil. Je cite Mitterrand: « Nous parlons de réforme des institutions. Nous connaissons déjà la position des pays de la communauté. 6 pays sont prêts à aller de l'avant, 4 freinent. Le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande et la Grèce. Je pense que nous pouvons aller de l'avant si la France, l'Italie et l'Allemagne y travaillent. Je ne souhaite pas seulement un accord entre la France et l'Allemagne, mais également que l'Italie soit un partenaire à part entière. Il faut que nos 3 pays s'entendent sur ce qu'ils veulent faire, et c'est pourquoi nous devrions avoir des relations bilatérales entre nos 3 pays. La construction de l'Europe politique est celle qui nous permettra de débloquer le reste. Il faut que nous essayions d'impliquer l'Angleterre, parce que je veux que vous compreniez bien que je ne cherche pas à les mettre de côté. » Donc, en fait, comme le dit Spinelli, Mitterrand à cette époque affiche une attitude de sphinx. Il hésite sur le parti à prendre. Il était conscient qu'un fort sentiment d'attente s'était créé pour Milan. En même temps, il craignait de provoquer une dangereuse scission entre les 12. Après le sommet de Bonn, son enthousiasme à l'égard de la réforme institutionnelle semblait s'être refroidi face à l'attitude de Kohl qui donnait l'impression de n'avoir plus aucune ligne précise entre proposition d'unité et utilisation du droit de veto pour défendre les prix agricoles allemands. Ces considérations l'amenèrent à formuler un programme ambitieux dans les objectifs, mais circonspect dans la méthode. Le 22 avril, il déclarait à Jacques Attali: « L'objectif de la France est de créer à terme une Union européenne et d'en définir maintenant la substance et les étapes. Si nous ne sommes pas d'accord, rien ne se fera. La substance de l'UE recouvre 3 thèmes principaux: la technologie, le marché intérieur, la monnaie. » La même prudence était mise en ce qui concernait l'aspect institutionnel. Elisabeth Guigou démontrait avoir parfaitement saisi le sens de la pensée présidentielle lorsqu'elle rapporta dans une note antérieure au sommet, je cite, « Le Conseil de Milan doit démontrer que l'Europe peut encore avancer, en évitant une fuite en avant institutionnelle qui ne ferait que retarder de quelques mois le déclenchement de la crise. L'ambition du projet devait rester modeste parce qu'un accord unanime sera nécessaire pour modifier le fonctionnement des institutions actuelles. » Peu disposé à s'engager dans une crise durable avec le Royaume-Uni sur la réforme du traité et confronté aux incertitudes allemandes, le Quai d'Orsay et les conseillers techniques du président étaient d'avis que la voie la plus prometteuse était celle d'une construction institutionnelle à géométrie variable. Ils étaient réticents à l'idée de convoquer une conférence intergouvernementale avec un mandat trop vague et insistaient pour une initiative immédiatement perceptible par l'opinion publique et destinée à produire des résultats concrets dans des délais assez brefs. Pour ce faire, il aurait fallu rechercher un consensus sur les thèmes abordés dans le rapport Dulles, en mettant l'accent sur l'amélioration des mécanismes institutionnels existants, plutôt que sur la rédaction d'un nouveau traité, comme le suggérait Spinelli, et en y agitant éventuellement une initiative institutionnelle franco-allemande pour contrer l'opposition des pays les plus réticents. Cette initiative serait fondée sur la coopération politique que Paris et Bonn souhaitaient voir renforcée, grâce notamment à la création d'un secrétariat général qui en assurerait la continuité et au lancement d'une politique étrangère commune, incluant également les questions de sécurité. En l'absence d'accord à Milan, l'hypothèse alternative d'initiative autonome des 6 pays originaires, plus l'Espagne et le Portugal, serait envisagée. Alors, l'infléchissement de la position française fut confirmé lors du sommet italo-français de Florence le 16 juin 1985. Mitterrand a alors avoué à Craxi être sceptique sur la conférence intergouvernementale avant que les choses aient été mises au clair. Et il avait prévenu qu'il aurait voulu plus d'Europe, mais savoir combien il était difficile d'harmoniser les positions des 10 pays. L'Europe pourrait être différente selon les problèmes. On pourrait tout de même commencer par un embryon d'union politique, dit Mitterrand. Il avait toutefois ajouté que Milan offrira l'occasion de confronter les positions respectives. Il y a qui pensent qu'un choc pourrait être salutaire et que l'on devrait avoir une explication franche en parlant d'une Europe politique qui préserve le traité d'Europe. Mais par la suite, il faudra aller de l'avant en laissant de côté ceux qui s'obstinent à ne pas vouloir progresser. Lors d'un déjeuner de travail organisé le 12 juin pour préparer le Conseil franco-italien de Florence, Roland Dumas, répondant au président qui craint l'échec de la conférence intergouvernementale, avait été beaucoup plus explicite. Je cite, « Si nous allons directement à la conférence, nous allons vers une défaite certaine, car le front du non s'organise.
L'épreuve de vérité doit avoir lieu à Milan. Il est nécessaire que les Italiens proposent la conférence, prendre acte des positions des uns et des autres, préparer avec l'Italie des réunions avec les pays qui répondront positivement. Et c'est la conclusion par François Mitterrand qui est intéressante. François Mitterrand conclut, les uns ou les autres doivent s'éliminer d'eux-mêmes. Et je pense que Varsovie racontera beaucoup mieux que moi la suite. La suite, évidemment, c'est la proposition de Craxi pour la première fois dans un Conseil européen de procéder à un vote pour écarter l'opposition des Danois, des Grecs et surtout de Margaret Thatcher. Bon, je n'ai pas le temps de conclure, j'ai été comme d'habitude trop long. Les gens qui sont ici, qui me connaissent, savent que je ne finis jamais. Mais évidemment, ça va être Merci beaucoup, M. Caloré. J'espère que nous avons... On avait décidé de se tenir entre les 20 minutes et 25 minutes. Et j'espère que soit les collègues qui suivront avec leur contribution au débat et les débats même pourra nous donner d'autres possibilités d'élargir votre déjà très intéressante relation qui a abouti à ce problème. Je demande aussi à un collègue Varsoli di salire sul... Evitando di cadere. Et cette relation qui bien explique plusieurs acteurs entre 83 et 85 sur la diplomatie officielle, la politique, position politique personnelle de Mitterrand et tous les différents projets vers une Europe politique. Vous avez beaucoup utilisé l'adjectif et les termes ambiguïté. C'est très intéressant de revoir cet jugement, cette analyse que vous avez fait de la première partie, dans votre première partie de la relation sur cette ambiguïté, surtout française, par rapport à la construction d'une Europe politique. Mais je lâche la parole al collega e al professor Antonio Varsoli dell'Università di Padova che parlerà del contributo dei socialisti italiani e francesi da Milano a Maastricht e quindi riprende la fine dell'intervento di Valéry sul proprio che termina all'incontro di Milano e lo prosegue nel tempo e penso anche articolerà ulteriormente questo contrasto ma anche questo rapporto stretto che si costruisce tra socialisti italiani e francesi. Prego. Grazie Beatrice. In primo luogo vorrei ovviamente ringraziare gli organizzatori del convegno per avermi invitato e in modo particolare voglio ringraziare Alessandro Giacone che tra l'altro mi ha anche fatto avere un paio di documenti interessanti che utilizzo per la conclusione di questo mio intervento che è basato su sia sulla documentazione francese sia sulla documentazione italiana, ma non ho intenzione di leggervi alcuna... non ho intenzione, diciamo, di leggervi, citarvi dei documenti e cercherò di sintetizzare la relazione scritta per restare nei tempi previsti. In primo luogo partirei con questa foto che io trovo abbastanza interessante e anche abbastanza divertente. Noi vediamo 4 leader del socialismo dell'Europa meridionale, quindi abbiamo Mario Soares, abbiamo Mitterrand, Craxi e Felipe González, tutti sorridenti, a braccetto, che appunto passeggiano per le vie di Parigi. Se noi guardassimo questa foto diremmo che c'è un rapporto particolare, quindi non dobbiamo fare affidamento sulle foto.
e certamente potremmo dire che c'è anche un'ipotesi di rapporto stretto, di collaborazione tra Craxi e Mitterrand, anche se devo dire si trovano, non ci sono tante foto di Craxi e Mitterrand insieme, che generalmente hanno un aspetto, devo dire, un carattere più ufficiale rispetto a questa foto. Qui siamo nella sede del Partito Socialista Italiano e qual è in fondo la domanda che mi sono posto? Ma esiste poi questo rapporto di collaborazione tra i socialisti italiani e i socialisti francesi nel contesto della costruzione europea, appunto nel corso degli anni 80 fino appunto agli inizi degli anni 90? Ma devo dire che è importante, per esempio, sarebbe importante lavorare sull'atteggiamento degli europarlamentari socialisti italiani. Se dovessimo pensare alla situazione all'interno della Commissione, devo dire, non mi pare che Jacques Delors avesse dei rapporti particolarmente stretti con Carlo Ripa di Meana, mentre tutti sappiamo che aveva un'opinione molto, molto positiva di Lorenzo Natali, il quale però era un democristiano e non un socialista. Quindi in realtà io concentrerò l'attenzione soprattutto sui rapporti tra Craxi e Mitterrand, ma anche successivamente prendendo in considerazione un paio di altri esponenti socialisti che avrebbero svolto un ruolo importante nella politica estera italiana, quindi Gianni De Michelis, che sarebbe stato ministro degli esteri tra il 1989 e il 1992, e devo dire, grazie appunto a questi documenti che mi sono stati passati da Alessandro Giaccone, anche qualche cenno sul rapporto tra Mitterrand e Giuliano Amato, Presidente del Consiglio appunto tra il 1992 e il 1993. Vabbè, noi sappiamo che la costruzione europea attraverso una fase di stasi agli inizi degli anni 90 e tra l'altro questo ci spiega anche l'attenzione che la Germania ha nei confronti dell'Italia. L'atto Genscher-Colombo, alla fine dei conti, è uno dei pochi esempi di collaborazione stretta italo-tedesca nel contesto della costruzione europea. Ma alla fine dei conti, quando nel 1983 Mitterrand considera la costruzione europea come un aspetto importante della politica estera francese, alla fine dei conti ciò che avviene è un ritorno al passato. In altri termini, è evidente che la scelta della Francia, al di là dei momenti, delle possibili discussioni fra i diplomatici, responsabili e così via, vediamo un attimo, ecco, questo a mio giudizio è il simbolo importante, molto nota questa foto. Devo dire che appunto abbiamo Craxi e Mitterrand a braccetto, però non ho mai trovato una foto di Craxi e Mitterrand che si tengano a manina. Che cosa intendo dire? Intendo dire che a partire dall'83-84 si ritorna in fondo a una costante della politica estera francese, che è questa: De Gaulle Adenauer, Brandt Pompidou e Schmitt Giscard d'Estaing. Naturalmente questo pone all'Italia un problema molto forte. Qual è il problema italiano? Devo dire che è un problema che Craxi sente molto. Come far sì che l'Italia sia effettivamente una media potenza regionale, quindi che si trovi sullo stesso piano delle altre maggiori nazioni europee, quindi la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, nei limiti in cui la Gran Bretagna ovviamente partecipa attivamente alle questioni dell'Unione della comunità europea. Soprattutto come fare a fronteggiare l'esistenza di una coppia franco-tedesca che è in più di un'occasione l'elemento centrale nella costruzione europea. Ma noi sappiamo che l'Italia punta, soprattutto intorno al 1984, sul sostegno al progetto Spinelli e quindi con particolare attenzione nei confronti del rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo. Questo in fondo è l'obiettivo italiano più importante.
Se noi esaminiamo il Consiglio europeo di Fontainebleau, Jean-Marie Palais ci ha ricordato le prese di posizione di Mitterrand nei confronti del progetto Spinelli, eccetera. Ma a fin dei conti, l'elemento importante a Fontainebleau è l'accordo che risolve la questione della richiesta inglese di modifica del bilancio comunitario. E questo è il risultato di un accordo stretto, di una collaborazione forte fra Mitterrand e Kohl. Gli italiani, devo dire, non svolgono un ruolo importante al vertice di Fontainebleau, sottolineano gli aspetti relativi al Parlamento europeo, ma devo dire che al di là della creazione del Comitato Druge non si va, e devo dire Jean-Marie ci ha già mostrato in maniera molto chiara chi all'interno del Comitato Druge poi svolga una funzione importante e centrale. Alla fine dei conti è sempre un dialogo fra tedeschi e francesi. A questo punto ci potremmo chiedere un'altra cosa. Craxi è interessato alla costruzione europea, ma devo dire che la mia sensazione, ma è una sensazione, insomma, è un'opinione anche di altri colleghi, che siano altri gli ambiti della politica estera a cui Craxi è fortemente interessato. In parte questo ce l'ha ricordato anche Jean-Marie, anche le valutazioni francesi lo confermano. Il Medio Oriente, il Mediterraneo, i rapporti est-ovest, la relazione con gli Stati Uniti. La costruzione europea a Craxi interessa nella misura in cui la costruzione europea può essere un'opportunità per dimostrare che l'Italia, sotto la sua leadership, ha acquisito un ruolo internazionale di primo piano. Questo è l'elemento, a mio giudizio, centrale. E questo lo si dimostra durante il semestre di presidenza italiana del 1985. Craxi tra l'altro lo afferma in un documento che ho trovato, di puntare appunto da un lato sulla conclusione del negoziato per l'ingresso della Spagna e del Portogallo e dall'altro naturalmente sulla questione della riforma dei trattati di Roma, ancora una volta naturalmente puntando soprattutto sul ruolo del Parlamento europeo. È interessante che Craxi poi dica: del negoziato per la Spagna e il Portogallo non mi interessano le questioni tecniche. Alla fine dei conti per Craxi le questioni relative alla costruzione europea molto spesso sono questioni troppo complesse e alla fine dei conti le lascia gestire ad Andreotti e le lascia gestire al Ministero degli Affari Esteri. Ciò che interessa a Craxi è l'affermazione del ruolo italiano. Naturalmente passo sulla questione che in effetti si riesce a concludere il negoziato per l'ingresso della Spagna e del Portogallo, e verrei appunto anch'io molto rapidamente al vertice di Milano, al Consiglio europeo di Milano del giugno del 1985. Noi sappiamo che appunto l'Italia fa di tutto perché si giunga alla convocazione di una conferenza intergovernativa che nelle intenzioni italiane avrebbe dovuto poi favorire l'accettazione di alcuni degli obiettivi del Parlamento europeo, quindi del progetto Spinelli. Ma sappiamo anche, questo ce l'ha ricordato anche Jean-Marie Palais, che alla fine dei conti prima dell'incontro di Milano c'è un accordo franco-tedesco per un'ipotesi di collaborazione molto stretta, soprattutto nel settore della politica estera, nel settore della difesa. E io devo dire un'interpretazione un po' diversa dell'incontro che avviene a Firenze nel giugno del 1985, avviene circa una decina di giorni prima del vertice di Milano. Anch'io ho visto questi colloqui tra Craxi e Mitterrand. Craxi in fondo illustra quali sono le posizioni italiane, gli obiettivi italiani in maniera molto chiara. La mia sensazione è che la risposta di Mitterrand è una risposta di una valenza incredibile. Praticamente dice sì, ma forse chissà il voto a maggioranza, un'ultima ratio. Devo dire che non l'ho trovato particolarmente ricettivo nei confronti delle prese di posizione italiane. Non dobbiamo dimenticare inoltre che in questo stesso periodo viene concluso l'accordo di Schengen, da cui, guarda caso, l'Italia è esclusa.
e certo questo non fa molto piacere, devo dire, alla diplomazia italiana. Naturalmente non stiamo a discutere per quali ragioni l'Italia non riesca a rientrare nell'accordo di Schengen. Veniamo al vertice di Milano nel 1985. Qui c'è un riavvicinamento tra Craxi e Andreotti da una parte, Kohl e Mitterrand dall'altra. Alla fine dei conti Kohl e Mitterrand entrambi sostengono la presa di posizione italiana e quindi il fatto che si vada a votare, l'opposizione appunto della Gran Bretagna, della Grecia, della Danimarca, ma tutto questo conduce comunque alla convocazione di una conferenza intergovernativa del Lussemburgo. Naturalmente qua vi invito solo a mostrare naturalmente la foto del vertice di Milano. Come sempre nelle foto ricordo sono tutti sorridenti, sembrano tutti contenti, devo dire persino Margaret Thatcher, che non credo fosse molto contenta. In realtà se noi esaminiamo la conferenza intergovernativa di Lussemburgo, noi troviamo che l'Italia punta tutto sulla questione del rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo. E che cosa accade? Accade che l'Italia è completamente isolata, è l'unica a sostenere questa posizione e devo dire non mi pare che il fatto che Mitterrand fosse socialista e che Craxi fosse socialista abbia aiutato molto la posizione italiana. Alla fine devo dire che gli italiani restano isolati e passa naturalmente l'ipotesi dell'atto unico europeo. L'atto unico europeo, noi tutti sappiamo, è stato definito da Delors come il trattato più importante, persino forse più importante di quello di Maastricht. Perché? Perché naturalmente rafforza i poteri della Commissione e naturalmente rafforza i poteri di Delors. Ma devo dire, Delors cosa avrebbe potuto fare se non avesse avuto alle spalle un sostegno molto forte di Kohl e di Mitterrand. Quindi alla fine dei conti ci si può chiedere ma perché l'Italia si è intestardita su una questione nei confronti della quale poi finisce con il trovarsi isolata. Ma i diplomatici francesi di Palazzo Farnese danno una risposta e sostengono che la ragione è una ragione soprattutto di politica interna. Andreotti avrebbe voluto dimostrare, anche Craxi, che c'era una fermezza nella posizione italiana e che tutto sommato tutto il mondo politico italiano, dal Partito Comunista fino al Partito Liberale, era favorevole appunto al rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo. Se ho un minuto di tempo vorrei però sottolineare un aspetto, a mio giudizio non si tratta solo di questo. Per l'Italia la questione è sempre la stessa: come aggirare la propria franco-tedesca, come riuscire a imporre la propria presenza, partendo tra l'altro da una posizione di relativa debolezza. Ma io credo che rafforzare il Parlamento europeo avrebbe significato in realtà poter contare su un gruppo di parlamentari italiani coeso, generalmente erano quasi sempre d'accordo, cosa che non sempre capitava per gli altri gruppi di paesi, e il Parlamento europeo era sempre stato molto favorevole a politiche che interessavano l'Italia, soprattutto la politica sociale e la politica regionale. Quindi avere un gruppo di pressione in un Parlamento con dei poteri, pronto a sostenere delle tesi favorevoli agli interessi italiani, probabilmente sarebbe stato un elemento positivo. Quindi in realtà la politica è più pragmatica e razionale di quanto non si pensi, ma diciamo la verità, la politica risulta in un sostanziale fallimento. Ci sono poi delle altre ragioni che in questi anni giustificano il fatto che i rapporti tra, devo dire, la Francia di Mitterrand e l'Italia di Craxi poi non siano così positivi. In parte Jean-Marie ce l'ha già ricordato, l'idea che tutto sommato gli italiani siano troppo dipendenti dal rapporto con gli Stati Uniti, e in effetti ce ne sono due esempi. Il primo è il progetto francese Eureka, cui gli italiani rispondono che sì, certo, è interessante, però se si va a vedere la documentazione d'archivio, poi gli italiani gli accordi li fanno quasi tutti con le imprese americane nel quadro dell'SDI, quindi della Strategic Defense Initiative. E l'altra naturalmente questione è la questione della collaborazione nel settore aeronautico. Noi sappiamo che i
francesi avrebbero desiderato una partecipazione italiana nell'ambito del progetto Airbus, ma alla fine dei conti poi gli italiani preferiscono realizzare degli accordi con l'americana Boeing, costruendo parti solo naturalmente dell'aereo, e l'unico, devo dire, successo, i documenti dell'ambasciata francese, devo dire, sono molto indicativi a questo proposito, viene considerato veramente un primo passo, anche se poi a mio giudizio resta un po' il primo passo, è il progetto invece di collaborazione per l'aereo ATR 42. Vengo alle ultime questioni, molto rapidamente. Naturalmente nel 1987 Craxi si dimette e nei governi successivi, alla fine dei conti, chi si occupa della politica europea è Giulio Andreotti come ministro degli affari esteri. È vero però che nell'89 Andreotti diventa Presidente del Consiglio e un socialista diventa Ministro degli Affari Esteri, che è Gianni De Michelis. E De Michelis, devo dire, è molto attivo e nell'estate del 1989 De Michelis riprende diciamo una direttrice tradizionale della politica estera italiana, dall'Ottocento in avanti, quindi l'idea di una proiezione italiana verso l'Europa centrale e verso i Balcani. Quindi la quadrangolare, quindi questo accordo di cooperazione tra Italia, Jugoslavia, Austria e Ungheria, e l'iniziativa adriatica, che invece era un progetto di collaborazione bilaterale italo-jugoslava, ma con la prospettiva di un'apertura nei confronti anche dell'Albania. Devo dire, le valutazioni che l'ambasciata francese dà dell'azione di De Michelis, si sottolinea il suo attivismo, il suo interesse, ma devo dire c'è anche una certa preoccupazione per questo attivismo italiano. In realtà questi progetti poi vengono in qualche modo oscurati da ciò che accade in novembre, quindi il crollo del muro di Berlino, la prospettiva della riunificazione tedesca, e anche in questo caso devo dire questo periodo 89-92 è il momento in cui emergono tutte le contraddizioni e le debolezze della posizione internazionale dell'Italia. Basterebbe pensare alla questione della riunificazione tedesca. L'Italia cerca di rientrare nel negoziato, noi sappiamo qual è il risultato, la famosa frase di Genscher al Consiglio Atlantico di Ottawa: "You are not part of the game", voi siete fuori dal negoziato. È anche però vero che l'Italia ottiene una minima soddisfazione, che è quella relativa al fatto di essere costantemente informata sul negoziato 2+4. Devo dire che chi informa l'Italia dell'andamento del negoziato 2+4, non la Francia di Mitterrand, ma gli Stati Uniti e dall'altro lato gli stessi tedeschi occidentali. Inoltre, qual è la posizione italiana circa la riunificazione tedesca? Ma Andreotti lo dice con molta chiarezza, anche De Michelis, anche nei rapporti che hanno con Mitterrand. 3 sono le condizioni italiane: il mantenimento in vita dell'Alleanza Atlantica, la riforma della CSCE, quindi Conferenza Sicurezza e Cooperazione in Europa, e più integrazione politica europea. Devo dire, nei contatti che Mitterrand ha con gli italiani, Mitterrand, devo dire, glissa sulla CSCE, non è particolarmente entusiasta dell'ipotesi di un mantenimento degli americani in Europa. L'unico punto su cui c'è un certo accordo è la maggiore integrazione politica. Qui devo dire, vorrei concludere in 1 minuto o 2, quindi restando nei 20 minuti. Primo luogo, devo dire, i vertici di Roma del semestre italiano di presidenza della comunità, seconda metà appunto del 1990, che vengono a volte presentati come un successo della diplomazia italiana. Ancora una volta poi la cosa fondamentale è mettere nell'angolo gli inglesi e far partire le conferenze intergovernative, anzi le due, quella su UEM e quella su Unione Europea. La mia sensazione è che, come a Milano nel 1985, fondamentalmente il successo italiano serve ai tedeschi e ai francesi per riuscire poi a sviluppare le loro politiche nell'ambito prima della conferenza intergovernativa di Lussemburgo e poi successivamente in quella che avrebbe condotto al trattato di Maastricht. Probabilmente gli italiani erano anche presi da altri problemi, come tutti: la guerra del Golfo, la crisi della Jugoslavia,
riunificazione tedesca e così via. Devo dire che c'è questo incontro tra Craxi e Mitterrand nel 1990 e non si parla assolutamente dell'Europa. Craxi e Mitterrand parlano del Medio Oriente, parlano dei problemi dell'Algeria, dei problemi della Tunisia, con ciò dimostrando che in fondo l'attenzione di Craxi era concentrata più sull'area del Mediterraneo e del Medio Oriente che non sulle questioni europee. E vorrei concludere con questi due